Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer au travers de la capsule théorique sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Cette capsule s'adresse uniquement aux élèves de STE. On va sortir la fiche synthèse numéro 11 et les exercices qui vont être à faire à la fin de la période vont être les pages 64 à 68. Je vous invite tout le temps à terminer ces exercices-là à la maison. C'est pour la prochaine, je vous dirais pour la prochaine semaine. OK, fait que dans un premier temps, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'on sait déjà. Si je parle de l'énergie, on a travaillé déjà avec le rendement énergétique, hein. On a dit qu'on se trouvait à regarder l'énergie utile divisée par l'énergie consommée, et ça me donnait le rendement énergétique. Mais si je vous pose la question au départ, c'est quoi de l'énergie? Là, peut-être que ça pose un problème. Fait qu'il faut savoir que l'énergie, qu'est-ce que ça se trouve à être? C'est du travail qu'on est capable de faire, mais qui n'est pas encore accompli. Donc, ce que ça implique, c'est que c'est du travail qui est en réserve. Fait que donc, à retenir, quand on parle d'énergie, on parle de travail en réserve. Maintenant, qu'est-ce que l'énergie thermique? L'énergie thermique, on le sait déjà, hein, ça a un lien avec le mouvement des électrons. Fait que, donc, le mouvement des électrons, on sait qu'il se trouve à y avoir deux types de mouvements. Dans un premier temps, il y a un mouvement ordonné des électrons, ce qui veut dire qu'ils se déplacent tous dans le même sens, donc ils ont une trajectoire définie. Et ça, c'est de l'énergie électrique. Mais quand on parle d'énergie thermique, ça veut dire que le mouvement des électrons, c'est un mouvement qui est désordonné. Ils vont dans tous les sens et en allant dans tous les sens, ils vont se frapper entre eux. Et en se frappant entre eux, ben, on a cette chaleur qui est dégagée, hein. L'exemple que je donne, là, c'est on se tape dans les mains et voilà, on dégage de la chaleur. Température, maintenant, si on regarde au niveau de la température, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la mesure de cette énergie thermique. Fait que la mesure de l'énergie thermique se mesure en degrés Celsius. Fait que dans nos formules, hein, très important, on va l'utiliser en degrés Celsius. Oups, j'ai perdu mon petit onglet. Bon, ensuite, on a travaillé aussi avec la chaleur, l'énergie thermique. Qu'est-ce qui se passait quand, à partir du moment où ce qu'on se trouve à avoir créé, on utilise de l'énergie thermique, il va se dégager de la chaleur. Et cette chaleur-là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand on se trouve à avoir un déplacement de l'énergie thermique d'un milieu à un autre. Et on se rappelle qu'on a vu que le milieu dans lequel il va passer, c'est toujours le milieu le plus froid. Fait que donc, la chaleur se déplace tout le temps du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid. Maintenant, oups, on va peser sur les bons boutons. OK. Fait que donc, si je vous demande, c'est quoi la différence maintenant entre une force et un travail? Entre la force et un travail. Fait que donc, imaginez là, on imagine que l'enseignant se positionne au bout du bureau, puis il essaye de pousser le bureau. Le bureau que j'ai en avant est assez lourd, hein? D'ailleurs, il est même vissé dans le plancher. Fait que donc, pendant que je suis en train de pousser sur ce bureau-là, je vous demande, est-ce que je suis en train d'effectuer une force? Est-ce que j'applique une force ou est-ce que je fais un travail? Bon, la force, qu'est-ce que c'est en fait? Hein? C'est à partir du moment où ce que je vais tenter, je vais appliquer de l'énergie face à quelque chose. Maintenant, si cette chose-là ne se déplace pas, je ne peux pas parler comme quoi que j'ai effectué un travail. On va parler que j'ai appliqué une force. Le travail, il faut qu'il y ait un mouvement. Fait que donc, à partir du moment où, exemple, je pousse une boîte, là, par exemple, c'est une autre chose. Ça veut dire que la boîte, je vais être capable de la déplacer et la force que j'ai appliquée contre la boîte va se transformer maintenant en travail. OK. Fait que donc, si je regarde ici, je vous demande lesquelles de ces quatre images-là, on peut parler de travail. Bien, le travail, c'est sûr que je pourrais parler comme quoi que le chien, lui, se trouve à effectuer un travail, hein. Il déplace sa masse sur une distance donnée. Maintenant, pour le deuxième, ben, on voit qu'il se trouve à avoir absolument rien qui se passe parce qu'il n'est pas capable de déplacer la roche. Même chose, si je regarde, est-ce qu'il y a un travail qui s'effectue avec le lapin? Hein? S'il n'y a pas de déplacement, le travail qu'il effectue actuellement, c'est le travail des mâchoires en dégustant sa carotte. Ça, oui, il effectue un travail, hein? Il y a un mouvement des mâchoires qui se trouve
va s'effectuer par là. Et le dernier, ben, ou plutôt le troisième, hein, celui qui supporte la roche, tant et aussi longtemps qu'il va être je vous dirais, en équilibre entre la force, ou plutôt entre l'énergie potentielle de la roche et lui, sa force qui se trouve à appliquer contre cette roche-là, ben, il n'y aura pas de travail qui va s'appliquer, qui va se faire. Par contre, à partir du moment où que la roche va commencer à l'écraser, là, on pourra parler comme quoi qu'il y a un travail qui est en train de se faire. OK, fait que je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de prendre en note les différentes définitions à la page, à la fiche synthèse numéro 11. Ça devrait être à la page 30 dans votre cahier. Bon, première chose qui est à retenir maintenant à partir de ces définitions-là, c'est de se rappeler que quand que je parle d'énergie cinétique, je parle de l'énergie qui possède un mouvement. Fait que donc, ça va être de l'énergie qui est en mouvement. Quand on parle d'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle, position. Fait que l'énergie qui est en lien avec la position. À partir du moment où je vais élever une pomme dans les airs, ben, je viens d'y amener une certaine énergie potentielle. Au départ, j'étais en mouvement. Quand j'ai pris la pomme sur mon bureau et que je l'ai élevée, j'étais en mouvement. Fait que donc, l'énergie cinétique qui m'a permis de déplacer la pomme en l'élevant se trouve à être présente quand je suis en déplacement. Et elle réduit, quand j'arrive au sommet, j'ai maintenant le bras complètement dans les airs. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je me trouve à avoir accumulé de l'énergie potentielle, de l'énergie de position. Fait que donc, les choses à retenir pour celle-là. Loi de la conservation de l'énergie, on en a déjà parlé, mais je vous demande de vous la rappeler. Hein, quand on parle de Lavoisier, ce qui devrait ressortir automatiquement, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et rappelez-vous que quand on l'a appliqué, cette loi-là, à l'énergie, on a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout peut se transformer ou se transférer. Hein? Fait que donc, c'est ce qu'on doit retenir de cette citation. Maintenant, je vous invite à aller voir une vidéo. OK, je laisse le lien ici. En passant, le premier G devrait être minuscule. Là. Pour une raison que j'ignore, ça continue de m'agacer. Mais bon, fait que le premier G devrait être minuscule. Et donc, vous tapez ce lien et en ayant tapé ce lien, vous allez voir la petite capsule sur l'énergie cinétique. Très important pour débuter cette présentation. Fait que donc, quand on a terminé, on poursuit après avec les calculs d'énergie cinétique. OK, maintenant, je vais vous demander de sortir votre feuille que vous avez le droit, les notes que vous avez le droit lors des examens, et vous allez vous rendre compte qu'on retrouve la formule d'énergie cinétique. Elle se trouve ici. Maintenant, si vous regardez encore une fois, toujours le problème qu'on a avec cette feuille-là, c'est qu'on a les différentes variables. On sait que EK, c'est l'énergie cinétique, que M, c'est la masse et que V, c'est la vitesse. Par contre, on ne connaît pas les unités de mesure. Et là, ça pose un problème dans ce cas-ci, parce que ce qu'on cherche, c'est toujours une valeur qui est en mètres par seconde. Fait que la vitesse est exprimée non pas en kilomètres-heure, mais est exprimée en mètres par seconde. Fait que donc, si je regarde ça, comme d'habitude, la masse va être exprimée en kilogrammes. Dans ce cas-ci, si je me trompe. OK, fait que je reprends ça, mes niaiseries, là. Fait que donc ici, la masse ici, normalement, qui est exprimée en grammes. Dans le cas de notre énergie cinétique, on va utiliser des kilogrammes. Fait que donc, voyez-vous là, c'est ça le problème. À l'occasion, on utilise la masse en grammes et dans d'autres occasions en kilogrammes. Fait que donc, il faut se rappeler de ça. Vous le notez sur votre feuille. L'énergie cinétique, elle, va être représentée en joules. Hein? Fait que donc, ça, pas de problème. Vous le marquez aussi, comme quoi que c'est des joules, des kilogrammes et des mètres par seconde. Fait que sachant ça, maintenant, je vais vous donner un petit exercice. Fait que je vous dis, je vais avoir un véhicule. Puis ce véhicule-là, lui, il a une masse de 120 kg. OK, fait qu'on part avec ça. Et il roule à une vitesse de 90 km/h. Et là, je vous demande de me trouver quelle va être son énergie cinétique. Fait que donc, la première chose qu'il faut voir dans un calcul semblable, c'est se dire, bon, OK, est-ce que j'ai bien la valeur en kilogrammes? Oui, donc ça, pas de problème. Le problème où il va se situer, fait que donc on sait que
EK, hein, on sait qu'on parle d'énergie cinétique, donc EK est égal à 1,5 mv carré. Fait que donc, ça, c'est la formule qu'on doit utiliser. Maintenant, je sais que la masse est déjà en kilogrammes. Par contre, la vitesse ici est exprimée en kilomètres-heure et moi, je dois l'avoir en mètres par seconde. Fait que comment qu'on procède pour transformer ce kilomètre-heure-là? Fait kilomètre par heure. Hein? Donc, si je regarde ça, 90 km/h, ça veut donc dire que je me trouve à avoir 90 km dans une heure. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis sûr que oui. Fait que donc, ça sous-entend que mon 90 km/h, le 90 km, lui, doit se transformer en 90 000 mètres. Hein? On sait que des kilos, ça se trouve être des milliers, donc je dois faire fois 1000. Maintenant, pour transformer des heures en secondes, comment que je dois procéder? Bien, rappelez-vous qu'une heure, dans une heure, je me trouve à avoir 60 minutes. Hein? Et ces minutes-là, bien, après ça, je dois les multiplier par 60 pour avoir ces 60 secondes. J'ai 60 secondes par minute et 60 minutes par heure. Donc, le total me donne donc 3600. Hein? J'ai fait 60 fois 60 fois 1 pour trouver une heure. Fait que donc, et voilà, à partir de là, je suis capable d'appliquer ma formule et ça va me donner un total de 375 000 joules. Hein, faites le calcul, vérifiez-moi ça. À partir de là, vous pouvez l'exprimer soit en joules ou soit en kilojoules, parce qu'on sait que des kilojoules, c'est des milliers. Donc, je peux transformer ça et avoir 375 kilojoules. Et là, je ne suis pas capable d'arrêter mon enregistrement. Où est l'enregistrement? Et voilà. OK. Je vais vous demander maintenant de tourner la page et d'aller à la page suivante. Hein, on devrait déjà avoir rempli cette formule-là. Là, ici, on va faire une application. Je le sais, vous allez me dire, bon, on n'a pas terminé la page précédente. Oui, oui, on y revient tout de suite après. OK? Fait que donc, première chose, laquelle des voitures suivantes possède le plus d'énergie cinétique? Fait que donc, ici, vous avez une voiture de 2500 kg qui roule à 50 km/h, une autre de 2500 kg qui va rouler à 100 km/h, puis une mini-fourgonnette du double de la masse, mais qui roule à la moitié de la vitesse. Fait que donc, si on regarde ça, là, seulement en regardant notre formule, si je prends la formule, je sais que EK est égal à 1,5 mv carré. Qu'est-ce que ça me donne comme information, ça? Ça me dit que qu'est-ce qui est élevé au carré? C'est la vitesse. Donc, l'impact de la vitesse est très importante comparativement à la masse. Fait que donc, laquelle devrait avoir le plus d'énergie cinétique? Ça devrait être le B, parce que le B roule à la vitesse la plus élevée et celle-ci est élevée au carré dans la formule. Je vous demande de prendre quelques minutes et de faire les trois calculs et de vous assurer qu'ils correspondent bien aux résultats que vous avez dans votre cahier de notes. Hein? Les résultats sont déjà notés, mais je veux juste m'assurer que vous soyez en mesure de faire les calculs et d'arriver au même résultat. Fait qu'on prend une petite pause et on continue par la suite. Fait que voici donc les résultats. Hein. Si vous n'aviez pas le cahier en main, ben à ce moment-là, vous allez être en mesure de vérifier ce que vous avez trouvé comme résultat. Autrement, ben on passe immédiatement à la suite. Bon, pour l'étape suivante, encore une fois, je vous invite à aller visiter le site du shortlink que je vous ai mis là. Encore une fois, c'est un G minuscule comme première lettre, là, et ça devrait vous amener à l'énergie potentielle d'Eureka. Encore une fois, très, très, très bien faite comme capsule. Un petit 5 minutes et on revient par la suite à cette présentation. OK, fait que donc, suite à la vidéo, vous pouvez voir que si on retourne encore une fois sur la feuille de notes qui nous est offerte quand on fait les examens, ben ici, je retrouve mon énergie potentielle. Et l'énergie potentielle, encore une fois, sur la feuille de notes, comparativement à vos notes de cours, ben vous n'avez pas les unités de mesure. Fait qu'encore une fois, je vous dis, très important, on va s'assurer d'aller marquer tout de suite les
les unités de mesure de sorte à ce que vous les appreniez par cœur avant d'arriver dans un examen. Fait que l'énergie potentielle gravitationnelle, on est toujours au niveau de l'énergie, donc c'est des joules. La masse, encore une fois, est exprimée en kilogrammes. Fait que donc, soyez toujours bien prudents parce que dès qu'on a travaillé avec les concentrations, on sait que les masses étaient en grammes. Maintenant, l'intensité du champ gravitationnel, lui, il se trouve être en newton par kilogramme. Fait que donc, newton par kilogramme, évidemment, parce qu'on a déjà des kilogrammes. Et finalement, la hauteur va être exprimée en mètres. Fait que donc, voilà toutes les unités de mesure qu'on doit noter sur notre feuille pour être sûr qu'on va être capable de s'en rappeler quand on va arriver en examen. On comprend très bien là, que cette feuille que vous avez en main, ce n'est pas la feuille que vous allez avoir lors des examens. Donc, il n'y aura pas les unités de mesure et vous devez donc les savoir. Maintenant, on prend quelques minutes juste pour s'assurer d'avoir bien complété notre page 30, là, où ce qui se trouve l'énergie potentielle. La formule n'est pas écrite et vous devez l'ajouter. Fait que donc, par la suite, je vous demande encore une fois de faire une vérification. L'exercice qui est ci-dessous, l'examinons l'énergie potentielle de trois roches, se retrouve à la page suivante. Fait que donc, je vous demande encore une fois, vous avez déjà les calculs, mais je vous demande de faire l'exercice et de comparer les trois éléments. Dans ce cas-ci, donc, juste avant, juste pour regarder rapidement qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, vous voyez que l'énergie potentielle, la masse est multipliée par l'intensité du champ gravitationnel qui est multipliée aussi par la hauteur. Fait que donc, ils sont tous au même niveau. Donc, si je regarde ça, j'ai une roche de 1 kg 1 mètre, 2 kg 1 mètre et 1 kg 2 mètres. C'est quoi que je peux m'attendre? Bien, s'ils sont tous au même niveau, ça veut dire que ces deux-là, vu qu'ils se trouvent à avoir une équivalence, hein, celui-là, on a plus de masse, mais plus de masse, moins de hauteur, plus de hauteur, moins de masse et les quantités sont proportionnelles. Donc, je peux m'attendre à ce que les deux soient équivalents. OK? Encore une fois, voilà les résultats. Si vous ne les aviez pas déjà en main, vous pouvez comparer ces résultats-là. Sinon, bien évidemment, vous pouvez carrément sauter par-dessus. Donc, on s'en va à la suivante. Maintenant, rien à voir, je vais juste voir. OK. Donc, maintenant, dernière formule à ajouter à notre page 30. Fait que si vous regardez dans le bas de la page, encore une fois, vous avez l'énergie mécanique. L'énergie mécanique se trouve être la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie gravitationnelle. Donc, ça veut dire, je reviens encore à mon histoire de pomme que je me trouve à soulever. Hein. À partir du moment où ma pomme se trouve être directement sur ma table, bien, elle a une certaine énergie potentielle. Ça veut dire qu'elle est à une certaine hauteur par rapport à un sol. OK? Donc, le sol, généralement, c'est le sol de référence. Fait que je pourrais même dire, supposons que ma pomme est au sol. Fait que donc, c'est encore plus évident. Sinon, vous allez me dire, il y a encore une élévation. Mais là, encore une fois, si je vous parle du sol, vous allez me dire, ben oui, mais ça se peut qu'on soit plus élevé que le niveau de la mer. Ben oui, tu as raison. Mais c'est toujours par rapport au sol de référence. Fait que donc, si je vous dis que la pomme est directement au sol, et est-ce qu'elle a une énergie potentielle par rapport à ce sol-là? C'est zéro. Hein? Elle n'a pas. Est-ce qu'elle a une certaine vitesse? Elle n'a pas. Fait que donc, à partir de là, on n'a pas d'énergie. Je vais avoir besoin d'une force extérieure pour permettre d'acquérir une certaine énergie. Fait que donc, je la prends dans mes mains et je la soulève. Pendant que je suis en train de la soulever, cette pomme-là accumule quoi? Elle accumule deux choses. Elle a de la vitesse, une certaine accélération qui crée une vitesse. Cette vitesse-là, et du même moment, je me trouve à élever la pomme. En élevant la pomme, j'augmente son énergie potentielle et l'énergie cinétique aussi, là, en fait, là, ils se trouvent à être toutes les deux on se trouve à avoir une certaine quantité d'énergie. L'énergie potentielle augmente graduellement, et l'énergie cinétique, ben là, je vais faire autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la lancer, cette pomme-là. Fait que supposons que je suis à la vitesse 0 là, au sol, et que là, je lance la pomme vers le haut. Je la lance vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Bien, vous allez me dire, la vitesse va être très rapide au début, et elle va réduire. Plus elle va monter, plus cette vitesse-là va diminuer. Vous avez raison. Fait que donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son énergie potentielle, l'énergie par rapport à la position, se trouve à augmenter quand je lance la pomme vers le haut. Et du même coup, son énergie cinétique, elle, se trouve à réduire. Donc, il faut se rappeler, on a dit que l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Fait que supposons que je me trouve à avoir une quantité d'énergie mécanique, mettons, de
10 joules. Et que je vous dis, j'ai 10 joules d'énergie mécanique, au départ, ben, je vais avoir 10 joules d'énergie cinétique et 0 joules d'énergie potentielle. Dès que je lance la roche, là, le lancement de la roche, l'énergie cinétique va diminuer dès le départ, parce que je l'ai lâché, et l'énergie potentielle, dès que je me trouve à être surélevé du sol, ben, j'accumule d'énergie potentielle. Donc, il va y avoir un transfert. Au départ, il va y avoir 10 joules d'énergie cinétique, 0 joules d'énergie potentielle gravitationnelle, et plus je monte, plus il va y avoir un transfert. Donc, 8,2, 7,3, 6,4, etc., jusqu'à temps que je me ramasse et que ma pomme se ramasse complètement le plus élevé qu'elle est capable de se rendre. Quand elle est rendue au maximum, elle n'aura plus de mouvement. Donc, son énergie cinétique va être rendue à 0 et son énergie potentielle gravitationnelle va être rendue à 10. On comprend? Fait que donc, il faut noter à la page précédente que l'énergie potentielle, pardon, la dernière formule pour calculer l'énergie mécanique d'un objet, ça se trouve être énergie mécanique est égale à énergie. EK, c'est l'énergie cinétique, et EP, l'énergie potentielle gravitationnelle. Fait que donc, encore une fois, on a un exemple. Fait que je vous demande de jeter un coup d'œil à ça. Vous avez une pomme qui a une masse de 130 grammes. Elle est située au haut d'un pommier. Fait que donc, elle ne bouge pas. Ça sous-entend que si elle ne bouge pas, elle n'a aucune énergie cinétique. On comprend? Par contre, elle a une élévation. Elle est à un certain niveau. On vous dit que la pomme tombe d'un arbre et frappe la tête d'un cueilleur de 2 mètres. Fait que donc, au départ, elle est où cette pomme-là? Là? Elle est à 5 mètres. Fait que donc, la différence, hein, énergie de départ, ou plutôt, je devrais dire, à quelle élévation elle était au départ? Bien, 3 mètres plus haut que la tête du cueilleur. Fait que donc, je vois ici que je suis capable de déterminer plusieurs choses. Je vous demande de me trouver combien d'énergie potentielle avait la pomme lors de l'impact. Plus facile. Combien d'énergie cinétique avait la pomme lors de l'impact? Ah, là, il faut tenir compte de l'énergie potentielle lors de l'impact pour trouver. On part de l'énergie mécanique totale. Comment que je trouve cette énergie mécanique totale-là? Bien, rappelez-vous que la pomme, au départ, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ça veut dire que si la pomme, au départ, est à 5 mètres, là, ça veut dire qu'il n'y avait aucune énergie cinétique. Donc, son énergie mécanique était égale à l'énergie de la pomme à 5 mètres, son énergie potentielle gravitationnelle, et l'énergie cinétique était à 0. Donc, l'énergie mécanique de départ était égale à l'énergie potentielle gravitationnelle. Maintenant, après ça, on se trouve à avoir une certaine vitesse qui va être créée. Fait que donc, on a un certain déplacement. Fait qu'il faut tenir compte de ça pour faire les derniers calculs. Fait que donc, bref, je vous laisse terminer ça. Et par la suite, on va juste regarder si je suis rendu à cet endroit-là. Bon, excusez-moi, là, plus facile de voir avec les calculs, fait que donc je vous les présente. Hein? Fait que donc, l'énergie potentielle au départ, si la pomme est à 5 mètres, on sait que l'énergie potentielle, elle, est égale à quoi? Bien, on le dit, notre énergie potentielle est égale à mgh. Fait que donc, je regarde ça, qu'est-ce que j'ai? La masse de la pomme, c'est 130 grammes. Maintenant, ensuite, je me dois de tenir compte de la hauteur, elle est à 5 mètres au départ, et la gravité se trouve à être à 9,8, et ça, c'est constant sur la Terre. Hein? Fait que donc, à partir de là, en passant, le 9,8 se retrouve aussi dans vos constantes à l'examen de fin d'année. Donc, vous n'avez pas besoin de la retenir non plus. À partir de là, je vois l'énergie potentielle. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul pour trouver son énergie potentielle? Première des choses, je me rends compte que j'ai 130 grammes pour la masse. Je me dois de le convertir en kilogrammes, ce qui va faire que je vais des grammes en kilogrammes. Des kilogrammes, c'est beaucoup plus grand. Donc, je me dois de diviser le 130 grammes par 1000 et ça va me donner
13. Hein? Fait que 0,13 kg, je multiplie ça par la gravité 9,8 et je multiplie ça par la hauteur qui est déjà en mètres. Donc, ça me donne un total de 6,37 joules. Donc, 6,37 joules, on l'arrondit à 6,4 si on tient compte du nombre de chiffres significatifs parce que le nombre de newtons par kilogramme, la gravité, est de 2 chiffres significatifs. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'en secondaire 4, pas besoin d'en tenir compte. Si vous avez marqué 6,37, c'est tout à fait bon. Bon, à partir de là, l'énergie cinétique de départ, ben, est à 5 mètres. Est-ce qu'il y a un mouvement? Non, il y a zéro mouvement, donc 0 joule. À partir de là, je peux donc dire que l'énergie mécanique à 5 mètres était égale à 6,4 joules. Maintenant, la pomme, elle, si je regarde quelle va être l'énergie potentielle quand que la pomme va atterrir sur la tête de la personne, ben, je dois faire encore le calcul d'énergie potentielle, mais maintenant en regardant à 2 mètres. Fait que je reprends encore la même masse, la hauteur vient de changer de 5 mètres, maintenant on va prendre 2 mètres, et évidemment la gravité n'a pas changé. Fait que donc, l'énergie potentielle, quand elle va frapper la tête de notre bonhomme, elle va être de 2,55. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ça, là, au départ, mon énergie mécanique était de 6,4. Maintenant, quand elle va frapper le bonhomme, je vais encore avoir 6,4. Par contre, il y a une quantité d'énergie qui est en énergie potentielle, soit 2,55, et l'autre partie est reliée à sa vitesse. Donc, est reliée à son déplacement. Fait que, donc, si je fais le calcul, je vais pouvoir dire que l'énergie mécanique est égale à quoi? L'énergie mécanique du départ qui n'a pas changé, donc son énergie mécanique du départ qui était de 6,4. Et maintenant, donc, si je prends ça, je viens de trouver que j'ai soustrait l'énergie potentielle quand il est à 2 mètres. Donc, ce qui me reste, c'est l'énergie cinétique. Le 3,8 correspond à l'énergie cinétique à 2 mètres. OK, fait que donc maintenant, c'est le niaisage. On s'en va vers les exercices. Je vous demande de travailler sur les exercices observatoires des pages 64 à 68. Puis évidemment, ben, si vous manquez d'exercices, n'oubliez pas, vous avez toujours les fiches soutien qui se retrouvent sur mon site. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de cours et à la prochaine.